À la une de l'actualité, l'agenda du chef de l'État, l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire et le directeur général de développement Gateway ont échangé avec le président Ouattara. Alors qu'on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, jusqu'où est engagé le gouvernement ivoirien? Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour freiner le fléau? Des réponses dans ce 20h. Et puis la session sur la femme africaine à Libreville a pris fin. La première dame de Côte d'Ivoire, après avoir pris part à la rencontre, est de retour à Abidjan. 6 autres premières dames ont pris part à ce rendez-vous. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur RTI 1. Je vous le disais à l'instant, le président de la République a accordé plusieurs audiences, aujourd'hui même au palais présidentiel, au nombre desquelles une accordée à l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire, son Excellence Giancarlo Iso, et une autre accordée au directeur général de développement Gateway, une entreprise spécialisée dans la mise en place de systèmes de gestion. Viviane Haïm. L'audience accordée ce mardi en fin de matinée par le président de la République à l'ambassadeur d'Italie, son Excellence Giancarlo Iso, avait pour but de préparer le terrain pour de nouveaux investissements du secteur privé italien en Côte d'Ivoire. Plusieurs entreprises italiennes sont déjà sur place depuis plusieurs années, mais avec le retour de la stabilité politique, le mouvement d'implantation des entreprises italiennes en Côte d'Ivoire va se renforcer, a souligné l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire. Avec le président, on a changé des idées sur les possibles, secteurs dans lesquels le président souhaiterait une intervention de l'industrie italienne, des sociétés italiennes. Il m'a demandé, surtout dans le secteur de l'agro-industrie, de lui faire savoir les progrès. Ancien directeur général Afrique de la Banque mondiale, M. Jean-Louis Sarbib, est aujourd'hui le directeur général d'une entreprise baptisée Development Gateway, qui est spécialisée dans la mise en place de systèmes qui permettent une gestion transparente. Reçu également ce mardi par le président de la République, M. Jean-Louis Sarbib est venu proposer l'accompagnement de sa structure aux efforts de redressement de l'économie entrepris par le président de la République et son gouvernement. J'ai rencontré le président de la République pour parler de la mise en place d'un système pour la gestion des projets, pour la gestion des financements extérieurs et pour la gestion des ressources naturelles, pour assurer les objectifs de transparence, les objectifs de redevabilité qui sont ceux du chef de l'État et du gouvernement du pays. Nous créons des systèmes qui permettent à l'information d'être accessible d'abord aux responsables, mais aussi à la société civile, de façon à ce que les pays travaillent dans la transparence et pour améliorer la gouvernance. Le Premier ministre ivoirien est à Washington depuis quelques jours. Il doit y prendre part au sommet sur l'AGOA. Avant ce sommet, le chef du gouvernement ivoirien a pris part à une rencontre internationale sur la stratégie de lutte contre la faim et l'évaluation de la pauvreté en Afrique. Cette rencontre est organisée par l'ONG Partenariat contre la faim et la pauvreté en Afrique. Le point avec notre envoyé spécial à Washington DC, Alwar Assa. La première journée de ces rencontres entre les représentants des pays africains, les bailleurs de fonds, les organisations non gouvernementales et le gouvernement américain est consacrée à la sécurité alimentaire, la lutte contre la réduction de la pauvreté sur le continent africain. Rencontre à laquelle a participé la Côte d'Ivoire avec une délégation conduite par le Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu parce que nous avions une terre fertile, nous avons l'eau, nous avons le soleil. Le gouvernement s'est résolu à prendre à bras le corps le problème de la cherté de la vie. Ce problème de la cherté de la vie a des causes internes et des causes externes. Mais nous préférons attaquer le problème sur le plan interne. Il est annoncé que cette année, il y a 18 millions de personnes qui seront frappées par la faim dans l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez le drame de cette situation. Il faut anticiper, c'est dans le cadre de l'anticipation que nous participons à ce sommet
où le gouverneur du district a un exemple exceptionnel de partenariat public-privé. Tous les bas-fonds rizicoles qui ont été abandonnés pendant ces 10 dernières années seront réhabilités pour pouvoir répondre, sinon riposter au problème de la famine en Côte d'Ivoire. Il y a un investissement de 10 millions de dollars, ça fait plus de 5 milliards de francs CFA d'engagement par le district avec des partenaires privés. Tous ces projets sur l'agriculture qui permettront à l'État de Côte d'Ivoire d'offrir du travail à la jeunesse ivoirienne seront en partie financés par la Banque islamique de développement avec un encadrement américain. Le gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, est intervenu sur les perspectives de développement agricole de la capitale politique ivoirienne avec des terres et une main-d'œuvre disponible. Une organisation mise en place par le district de Yamoussoukro pour réhabiliter les vieilles plantations de café et de cacao, pour développer le riz, la banane, l'igname, le maïs et plusieurs produits vivriers et créer de véritables entreprises autour du secteur agricole. Au-delà de Yamoussoukro, a-t-il ajouté, c'est la Côte d'Ivoire qui va développer son agriculture sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Un projet apprécié par les partenaires au développement. Avant l'intervention ivoirienne, rappelons que sont intervenus les anciens présidents mozambicains Joachim Alberto Kissano, John Kufuor du Ghana, respectivement président des fondations qui portent leur nom. Ils ont parlé de leurs expériences pour lutter contre la faim et la pauvreté dans leur pays, par le développement et la modernisation de l'agriculture qui a été une réussite selon eux. On reste avec notre envoyé spécial aux États-Unis, Alborassa, qui nous dit qu'en marge de cette rencontre internationale sur la lutte contre la faim et l'éradication de la pauvreté en Afrique, Ousukwadio Jano a aussi échangé avec les ambassadeurs de la CEDEAO en fonction à Washington, les hommes d'affaires suisses et la communauté ivoirienne de la ville. Le Premier ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Jano Ousukwadio, a reçu les Ivoiriens vivant à Washington. Il a échangé avec la communauté ivoirienne sur le retour effectif de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale depuis l'élection du président Alassane Ouattara à la tête du pays. C'est justement pour cela qu'une délégation qu'il conduit est venue participer au forum de la lutte contre la faim et la pauvreté. Et la rencontre sur l'AGOA, loi permettant aux pays africains, dont la Côte d'Ivoire désormais, d'exporter sans droit de douane des produits de qualité sur le territoire américain. Le Premier ministre, Maître Jano Ousukwadio, a profité de l'occasion pour leur dire que la Côte d'Ivoire a repris le chemin du développement. Après la communauté ivoirienne, il a reçu des hommes d'affaires suisses conduits par Marco Ferroni de la fondation Segenta, une fondation qui soutient le développement agricole dans le monde et qui veut investir en Côte d'Ivoire. Enfin, il a reçu les ambassadeurs de la CEDEAO en fonction à Washington. Avec eux, il a été question de développement de la sous-région. Entre autres, l'économie, l'agriculture, et surtout de la sécurité avec les crises maliennes et bissau-guinéennes. Les difficultés qui touchent un pays de l'Afrique de l'Ouest touchent l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et dans cet esprit-là que nous nous concertons ici à Washington pour des actions communes à mener en direction des autorités du pays d'accueil pour expliquer la bonne manière de comprendre ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et comment maintenir leur soutien pour le développement de la sous-région ouest africaine. Donc, ce qui se passe là-bas nous concerne ici. Nous travaillons ensemble en tant qu'ambassadeurs pour que les intérêts de la sous-région soient représentés de la meilleure manière possible à Washington DC. Sur la question de la sécurité, donc des crises maliennes et bissau-guinéennes, il les a rassurés que le président de la République Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO et ses pairs mettent tout en œuvre pour le retour de la paix en Afrique de l'Ouest. Il les a enfin invités à participer à la journée de l'AGOA consacrée à la Côte d'Ivoire, baptisée Doing Business in Côte d'Ivoire, faire des affaires en Côte d'Ivoire, prévu le 18 juin prochain, avec une Côte d'Ivoire qui a repris sa place de moteur du développement de l'Afrique de l'Ouest. Dans l'actualité ouest-africaine ce soir, la fin des travaux de la 68e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, 48 heures de débat sur l'ensemble des dossiers soumis à l'appréciation des ministres commissionnaires, fonctionnaires et experts de l'organisation. Une convergence de vues est annoncée pour ouvrir de nouvelles perspectives pour atteindre un fonctionnement plus adapté aux exigences de l'heure de l'organisation ouest-africaine. Victoria Angwa.
Actualité oblige, le président du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a consacré une large place aux crises maliennes et bissau-guinéennes. C'est que la CEDEAO, dans la nouvelle dynamique, a besoin de stabilité et de paix pour assurer le développement de la région. Pourtant, la question des deux crises était inscrite au volet information. Il fallait néanmoins saluer les progrès accomplis et inviter les uns et les autres à plus d'efforts. Au sujet du fonctionnement de la CEDEAO, objet majeur de la rencontre, autorisation a été donnée pour le recrutement partiel de 52 personnes en attendant le recrutement global. Modernité, obligation de résultat, un début de solution pour l'organe exécutif. Il faut assigner un peu plus de leadership à la Commission. Il nous faut donc, et c'est le sens de nos résolutions, lui donner toutes les ressources, tous les moyens humains et le rendre plus opérationnel afin de relever ses capacités de réaction face aux crises et encore plus face à la réalisation des programmes communautaires de développement économique et social. Motion de soutien au président en exercice de la CEDEAO, le docteur Alassane Ouattara, lue par le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Place à quelques préoccupations relevées par la presse, à savoir la question des cotisations et la moyenne d'âge des commissaires jugés élevés. Vous ne pouvez pas occuper ces postes de haute responsabilité sans avoir une expérience avérée. Et vous avez pu voir donc la qualité des diplômes et la qualité des expériences. Il y a dans le staff de la commission beaucoup de jeunes qui y travaillent. Et l'autre élément important, c'est la politique qui est faite au niveau de la commission et de manière générale au niveau de la CEDEAO en faveur des jeunes. Au niveau des cotisations, il y a effectivement des pays qui sont en arriéré. Il y a un délai maximum de 5 ans qui a été donné donc aux uns aux autres pour apurer donc les arriérés. La Côte d'Ivoire, bon élève, elle a apuré sa dette de 14 milliards de francs CFA, déclare Daniel Kablan-Duncan. La 68e session ordinaire du Conseil des ministres prépare la conférence des chefs d'État les 28 et 29 juin prochains à Yamoussoukro. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est rentrée hier soir d'un séjour de 48 heures à Libreville, la capitale gabonaise. Elle s'y était rendue sur invitation de Cecilia Attias Foundation for Women, en partenariat avec la première dame du Gabon, Sylvia Bongo, pour participer à une session sur la femme africaine. C'est une tribune qui a vu la participation de 7 premières dames, celles du Burkina, de la Namibie, du Nigeria, du Rwanda, du Sénégal, du Gabon et bien sûr de la Côte d'Ivoire. Les détails avec Abiba Dambélé. 6 premières dames ont répondu à l'invitation de Cecilia Attias Foundation for Women en partenariat avec la première dame du Gabon, Sylvia Bongo. Ce sont les premières dames de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Rwanda, du Sénégal, du Nigeria et de Namibie. Elles ont fait le déplacement pour participer au Dialogue for Action Africa, consacré à la femme africaine. Arrivée le dimanche 10 juin, Madame Dominique Ouattara a été accueillie à l'aéroport Léomba de Libreville par le ministre de la Justice du Gabon, Madame Ida Assoumoué, et le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, son Excellence Monsieur Philippe Mangou et son épouse. La communauté ivoirienne vivante au Gabon a fait le déplacement pour souhaiter un chaleureux Akwaba à sa première dame. C'est dans le quartier chic de la Sablière, à la villa numéro 3 de la cité Sémac, que la délégation a pris ses quartiers. Le lendemain, en juin, à la cité de la démocratie, Dialogue for Action Africa ouvrait ses portes en présence du président gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et de nombreuses personnalités, notamment féminines. 2 panels se sont déroulés autour de l'action de l'éducation des femmes et l'action pour l'accès des femmes à l'entreprise et à l'entrepreneuriat. Mais la session tant attendue aura été celle des premières dames. Il s'est agi pour Mesdames Chantal Compaoré du Burkina Faso, Pénélope Pifo Pouampa de Namibie, Patience Goodluck Jonathan du Nigeria, Jeannette Kagame du Rwanda et Mariam Faisal du Sénégal. Mesdames Sylvia Bongo du Gabon et Dominique Ouattara ont tout d'abord expliqué à l'auditoire leurs actions sociales à travers les fondations respectives qu'elles dirigent. On parle du sida. Il y avait les 3 objectifs
de l'ONU-SIDA, on les a pris, donc c'est 3. On a dit 3-0 pour le football. Et on est allé vers les gens et on a fait une campagne qui a été une campagne pilote. On va faire des campagnes sur les jeunes, des campagnes avec les jeunes, des campagnes pour les femmes. La Fondation travaille dans 4 secteurs. Le secteur de la santé. Nous faisons des caravanes de vaccination, des caravanes également ophtalmologiques, où nous offrons les lunettes aux enfants qui en ont besoin, donc un peu partout dans le pays. Nous avons également des équipements médicaux, des dons de médicaments que nous apportons nous-mêmes parce que c'est important, on ne veut pas que ça passe ailleurs ou à des intermédiaires comme c'est souvent le cas. Dans le domaine de l'éducation, nous donnons beaucoup de kits scolaires. Nous avons donné des milliers de kits scolaires. Beaucoup d'enfants ne pouvaient pas aller à l'école à cause du coût des fournitures. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de prendre ça en charge et c'est donc un domaine qui est maintenant réglé. La Fondation a construit un collège de jeunes filles dans le Nord. Nous avons également initié des bibliobus qui sont des bibliothèques ambulantes et nous les amenons un petit peu vers les enfants qui sont un peu défavorisés, qui ne peuvent pas louer ou acheter un livre ou aller dans les bibliothèques. Alors en dehors de ça, nous avons donc des centres sociaux que nous subventionnons, où sont les enfants donc en rupture familiale. Et enfin, au départ, donc la fondation était pour les enfants, et ensuite nous sommes allés vers les femmes, parce que nous nous sommes dit qu'un enfant ne peut pas être heureux si sa maman n'a pas les moyens et qu'elle est malheureuse. Et depuis déjà quelques années, nous aidons beaucoup les ONG féminines, notamment en offrant du matériel agricole, et également des micro-crédits pour les femmes. Ensuite, elles ont répondu à la question tant attendue qui est celle-ci. Si vous aviez un conseil à donner à votre époux, que lui diriez-vous? D'être à l'écoute de son peuple, de servir son pays et de ne pas se servir. Nous venons un peu en complémentarité avec les actions des chefs d'État, de nos époux. Et donc pour nous, c'est aussi nous aider à les aider. Bravo. Le conseil d'abord que je pourrais lui donner, mais je sais qu'il n'écoutera pas, c'est de travailler un peu moins. Parce que c'est difficile, parce que les défis sont tellement importants en Côte d'Ivoire, il y a tellement de choses à faire que je comprends ce besoin de bien faire. Maintenant, c'est quelque chose d'un petit peu personnel. Je lui recommanderais de se montrer tel qu'il est réellement, c'est-à-dire un homme bon, tolérant et qui a particulièrement bon cœur. Et je crois que c'est important. Bien avant, un déjeuner avec un programme culturel gabonais a été offert aux premières dames et à leur délégation. Le monde entier célèbre aujourd'hui, 12 juin 2012, la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. La lutte contre l'exploitation des enfants donc a été engagée en Côte d'Ivoire à travers la création de 2 comités, un comité interministériel et un comité national de supervision dirigé par la première dame Dominique Ouattara. La raison de cet engagement des autorités avec David Gouedan-Mobio. Le problème de l'exploitation des enfants est une réalité préoccupante. Des millions d'enfants à travers le monde sont astreints au travail. En dépit de leur jeune âge, des enfants sont soumis à des conditions de travail qui mettent en péril leur survie et leur développement physique et moral. Certains sont utilisés dans des exploitations minières, agricoles et artisanales. Ces enfants, innocentes personnes, sont donc privés de leurs droits légitimes à l'éducation, aux loisirs et de leurs droits à la santé. Notre pays, la Côte d'Ivoire, n'échappe pas à cette triste réalité. Selon une étude menée en 2008, 25% des enfants dont l'âge varie de 5 à 17 ans sont économiquement actifs en Côte d'Ivoire. 58% de ces enfants sont utilisés dans l'agriculture, 23% dans le commerce et 10% dans le secteur industriel. 1/5 des enfants travaillant dans l'agriculture a été identifié comme travaillant dans la filière café-cacao. Face à cette situation, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a illustré sa volonté d'engager la lutte contre ce fléau
par la création d'un comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Une tâche confiée à son épouse, présidente de la Fondation Children of Africa, Madame Dominique Ouattara. La première dame constate que les enfants victimes de traite et d'exploitation sont dans une situation d'urgence. Il faut donc agir vite et travailler à la réduction des facteurs de vulnérabilité que sont la pauvreté et la déscolarisation précoce des enfants. Dans le cadre de l'exécution de cette action de portée humanitaire, le comité présidé par l'épouse du chef de l'État collabore avec le comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Ces comités ont pour, entre autres missions, de suivre et d'évaluer les actions du gouvernement en matière de lutte contre le travail des enfants, de faire des propositions au gouvernement en vue de l'abolition du travail des enfants, de proposer des mesures pour la prise en charge des enfants victimes des pires formes de travail et de contribuer à la réinsertion scolaire de ces enfants. Autre sujet, un secteur avicole ivoirien compétitif dans la sous-région. C'est ce que recherche la Société financière internationale SFI, filiale de la Banque mondiale, et la Société ivoirienne de production animale. Toutes deux viennent de signer une convention financière d'1,6 milliard de francs CFA. C'est ce que nous dit Jean-Jacques Ouaméala. La Société financière internationale SFI, la filiale de la Banque mondiale destinée au financement des activités du secteur privé, vient d'investir environ 1,6 milliard de francs CFA dans la filière avicole de Côte d'Ivoire. Selon Jean-Marie Aka, président de la société signataire, et Thierry Tano, vice-président de la SFI pour l'Afrique subsaharienne, cet investissement vise à accroître la production de viande, de volaille et d'œufs, multiplier les points de vente au détail, augmenter la production de poussins d'un jour et ouvrir pour les opérateurs locaux de la filière avicole des possibilités intéressantes d'améliorer leurs revenus. L'investissement de 1,6 milliard vise également à aider le secteur de l'industrie agroalimentaire ouest-africain à devenir plus compétitif, ce qui est vital pour le développement de l'économie de la sous-région. Nous souhaitons par notre investissement et nos services conseils aider le secteur agroalimentaire ivoirien à se doter des meilleures pratiques internationales et se développer au-delà des frontières du pays dans toute la sous-région. Nous attendons de la SFI une ouverture sur le monde. Donc la SFI est présente dans l'ensemble du monde et nous pensons qu'avec un partenaire de référence de ce profil-là, nous pourrions bénéficier de ces contacts. En Côte d'Ivoire, les estimations à l'actif de la filière avicole indiquent 30 000 emplois directs et indirects pour un chiffre d'affaires d'environ 40 milliards de francs CFA. En 18 mois, ce sont 150 milliards de francs CFA que la SFI a investi en Côte d'Ivoire. C'est le résultat de l'environnement des affaires favorable. On parle aussi défense dans ce journal. Suite à l'attaque qui a fait 16 morts en fin de semaine dernière dans l'ouest du pays, le ministre chargé de la Défense a rencontré les grands commandements de l'ensemble des forces présentes sur le territoire national. Il s'est agi de faire le point de la situation sécuritaire à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Patricia Omouetia. La hiérarchie des forces ivoiriennes ainsi que celle de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et des forces françaises de la LICON étaient présentes à cette rencontre qui visait, selon le ministre en charge de la Défense Paul Kofi Kofi, à faire l'état des lieux après l'attaque du village de Sao dans la région de Taï. Bilan de cette attaque, 16 morts dont 7 casques bleus de l'ONUCI, un élément des forces républicaines de Côte d'Ivoire et 8 civils. Il s'est agi également d'examiner les dispositions prises dans l'immédiat et d'envisager des mesures durables pour la pacification totale de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Sur le terrain, la situation est redevenue calme puisque les forces ont renforcé leurs dispositifs. En tout moyen, ces situations peuvent être résolues avec surtout la solidarité exprimée par les forces ici présentes et qui vont travailler d'arrache-pied pour sécuriser les populations et leur donner confiance. Paul Kofi Kofi a également annoncé que le gouvernement a décidé de la remise en état du tronçon Taï-Grabo. Ceci aura pour avantage de faciliter le déplacement des unités déployées dans cette zone dans l'accomplissement de leur mission.
Relativement à la sécurisation de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, une rencontre quadripartite devant réunir les forces ivoiriennes et libériennes ainsi que les forces de l'ONU en mission dans ces deux pays est prévue à Abidjan les 13 et 14 juin 2012. Voilà, c'était un reportage signé Abou Sanogo. Maître Songalo Koulibaly, secrétaire national chargé des droits de l'homme du RDR, et Joël Nguessan, porte-parole principale du parti, ont co-animé une conférence. Cette conférence de presse s'est articulée entre autres sur l'actualité brûlante, notamment l'arrestation de Lida Kwasi Moïse, mais aussi le rapport de Human Rights Watch sur la sécurité dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Honorine Anigori. Au cours de cette conférence de presse, les deux conférenciers, Joël Nguessan, porte-parole principal du RDR, et Maître Songalo Koulibaly, secrétaire national chargé des droits de l'homme au RDR, se sont également prononcés sur les attaques perpétrées à Taï, la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, et le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Des atrocités commises lors de la crise post-électorale, il en a été question. Sur le dossier relatif à la sécurité dans l'ouest du pays, les conférenciers estiment qu'il est impérieux que des mesures urgentes soient prises pour mettre hors d'état de nuire les rebelles. Joël Nguessan, porte-parole principal du RDR, après avoir dénoncé les actions perpétrées par l'ex-parti au pouvoir contre les populations, explique ce que signifient les crimes contre l'humanité et l'attitude à adopter pour se réconcilier. Pour se réconcilier, il faut d'abord, qu'on constate qu'à un moment donné, on était divergents. 2, que certains ont commis des fautes graves, qu'ils assument que la justice s'applique, et après maintenant on peut demander pardon. On peut pardonner. Mais si les gens sont là et disent qu'ils n'ont rien fait, pourtant ils ont brûlé ton petit frère. Si la justice n'intervient pas, mais ce sera la vengeance. Abordant le chapitre des patrouilles, les conférenciers Joël Nguessan, porte-parole principal du RDR, et Maître Songalo Koulibaly ont rassuré de ce qu'elles sont des mesures de précaution. Quant aux journalistes, ils se sont plaints des enquêtes qui n'aboutissent pas. Dans l'actualité judiciaire ce soir, le report de l'audience de confirmation des charges pesant contre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, initialement prévu pour commencer le lundi 18 juin prochain devant la Cour pénale internationale. Elle a été reportée au 13 août. L'audience de confirmation des charges doit permettre au juge de déterminer si les éléments de preuve rassemblés par l'accusation sont assez solides pour la tenue d'un procès. On change de registre. La commune de Mbato a rendu hommage aux mamans lors de la fête des mères. La fête s'est déroulée en présence du représentant du Premier ministre, de l'inspecteur général d'État Niamey Ngouaran et les cadres de la commune. Le but est de magnifier les femmes pour leur courage. Patricia Oumou. Ici, à Mbato, dans la région du Nzikomoé, c'est jour de fête. Les cadres de la région et les populations rendent hommage aux femmes pour leur courage, leur dynamisme et leur esprit entrepreneurial. La femme d'aujourd'hui a encore plus de mérite, car elle doit non seulement être mère, mais aussi et surtout totalement femme dans toute l'acception du concept, avec tout ce que cela comporte comme contrainte. Les femmes du Moronou ont bien compris cet enseignement. Elles qui n'épargnent aucun effort pour insérer la femme dans le tissu économique de notre pays, en prenant notamment une part active dans le développement des cultures vivrières afin d'assurer notre sécurité alimentaire. Que votre courage, votre don de soi et votre humanisme soient un exemple pour toute la jeunesse afin qu'elle perpétue cet élan de générosité, de développement économique et social au sein de notre département.
Pour accompagner ce dynamisme manifesté par les femmes, plusieurs dons ont été offerts à l'occasion de cette journée d'hommage, notamment une broyeuse, don de l'inspecteur général d'État Niamey Ngoran. Selon lui, les peuples Sawa et Amantiens doivent s'impliquer dans le processus de réconciliation. Au cadre, il demande de faire la promotion de la femme pour le développement de la région. Car, dit-il, les femmes sont plus sensibles aux affaires de la vie et sont indispensables à leur communauté et à leur patrie. Bonne nouvelle pour les habitants de Kabadougou. L'hôpital général de la localité vient de bénéficier d'un don. Sylvie Touré. Du matériel médical pour l'hôpital général d'Odiéné. L'acte est l'œuvre de Nasseneba Touré, fille de la région du Kabadougou. Elle a investi environ 20 millions de francs CFA pour équiper l'hôpital et rénover les bâtiments et les façades. Nasseneba Touré veut aussi tirer la jeunesse du Kabadougou des griffes du chômage. Cette pierre est la première d'une ferme avicole, financée à hauteur de 10 millions de francs CFA. Pour la donatrice, l'action vise à offrir du travail aux jeunes, aussi à assurer la sécurité alimentaire des populations. Vous imaginez que souvent, nous n'avons pas de poulet dans les marchés de Délé. C'est incroyable. Pouvez-vous imaginer que la malnutrition ici est l'un des premiers problèmes? Les femmes du Vivrier n'ont pas été oubliées. Elles ont reçu de quoi acheter des engrais pour améliorer la production. Tous ces actes de portée sociale ont été posés en présence des députés Koura Bakayoko, Traoré Mariam, Yasmina Wonye et Touré Yakouba. Dans le reste de l'actualité africaine, l'Union africaine ne tiendra plus son sommet de juillet au Malawi, car Lilongwe préfère perdre le droit de l'accueillir que de permettre à la venue du président soudanais Omar el-Béchir en raison de son inculpation par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais ne quittez pas RTI 1 car tout à l'heure, vous aurez chez vous le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, qui sera l'invité de RTI 1 et de Radio Côte d'Ivoire pour un entretien sans langue de bois sur la question de la sécurité en Côte d'Ivoire. Une interview exclusive menée par Aka Saye Lazare. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.